La princesse chat extraterrestre cherchait mon amour après avoir voulu ma vie. Salutations de l'univers de la science-fiction. Dites-nous d'où vous regardez aujourd'hui dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez cette histoire. Le silence de la salle royale était plus qu'une simple absence de son. C'était un poids physique, une pression contre les oreilles qui était plus profonde et absolue. Des murs même d'obsidienne noire polie qui absorbaient la lumière environnante et ne renvoyaient rien, émanaient le son d'une grande puissance dans une immobilité parfaite. Le sol de pierre vibrait d'un bourdonnement subtil presque imperceptible. Le palais et la ville qui s'étendaient au-delà de ces murs gardés étaient alimentés par le son d'énormes conduits d'énergie enfouis profondément sous la croûte de la planète. 2 rangées de gardes, agenouillés dans un silence absolu, s'étendaient sur toute la longueur de la pièce. Leur corps était couvert d'une armure d'ébène élaborée qui semblait avoir été faite de ténèbres gelées. Leurs mains gantées reposaient sur les pommeaux de lames cérémonielles qui n'en étaient rien, et leurs visages étaient cachés derrière des casques à visière façonnés à l'image stylisée d'un prédateur grognant. L'absence de poussière sur leurs armures, leur posture soignée qui suggérait des répétitions continues et leur préparation subtilement évidente à éclater en mouvements mortels furent immédiatement remarqués par Henry. Ils n'étaient pas des statues, ils étaient des ressorts de violence, enroulés, et ils étaient tous concentrés sur lui. Un trône qui semblait avoir été arraché du centre d'une étoile mourante était perché au sommet d'une estrade de pierre brute à plusieurs niveaux à l'extrémité de l'immense chambre. Dans la faible lumière teintée de violet, un tourbillon frénétique de fer météorique apparut à sa surface, semblant se tordre et se contorsionner. Il était traîné en avant par 2 des soldats, ses bottes raclant et trébuchant sur la surface incroyablement propre, tandis qu'il lui serrait les bras comme des étaux de fer. Ses narines étaient inondées de l'odeur âcre et cuivrée de son propre sang qui contrastait fortement avec l'air antiseptique et ozoné de la salle extraterrestre. D'une blessure béante sur son flanc où une décharge de plasma avait brûlé sa chemise tactique, la douleur était un compagnon lancinant. Cependant, il la réprimait, la divisant en une douleur lointaine et tolérable. Le seul argent qui lui restait était la défiance, et il ne le gaspillerait pas en devenant faible. Il leva la tête et scruta la scène menaçante devant lui avec un regard fixe et calme. Il avait auparavant été dans des salles de trône sous une douzaine de drapeaux différents sur une douzaine de mondes différents, et ils avaient tous la même atmosphère oppressante de pouvoir total. Il avait vu des rois corporatifs et des présidents élus des seigneurs de guerre et des désespérés. Mais la personne assise sur le trône de fer météorique était quelque chose d'autre. Elle était une créature d'une grâce mortelle et d'une élégance prédatrice, l'aristocratie dans sa forme la plus pure et la plus immaculée. La princesse Félicia de Qatar, héritière du royaume d'Obsidienne, observait son approche avec un silence effrayant, ses yeux violets brillants le fixant avec l'attention intense d'un chasseur, évaluant sa proie plutôt que la curiosité désintéressée d'un juge. Sans broncher, il la regarda dans les yeux, une affirmation silencieuse qu'il était un homme et non une bête à abattre. Elle monta les marches du jour avec une élégance légère, qui démentait la puissance enroulée dans son petit corps, malgré chaque instinct criant que son exécution n'était qu'à quelques instants. Elle se leva du trône d'un seul mouvement fluide, une cascade d'argent et d'ombre. Elle portait un manteau de fourrure argentée soyeuse, qui scintillait comme le clair de lune sur l'eau, lui donnant une apparence humanoïde, mais définitivement féline. Une délicate tiare cristalline reposait sur son front, ses facettes captant la faible lumière et la dispersant en petits éclats scintillants, et les pointes de ses grandes oreilles expressives étaient trempées de noir de jais, un contraste saisissant avec l'argent. Elle n'avait besoin ni ne portait aucun autre bijou. Elle avait un réalisme qui était ancré en elle. Sa longue queue argentée traçait des motifs paresseux et hypnotiques dans l'air derrière elle, alors qu'elle commençait lentement à le contourner ses bottes à semelles souples silencieuses sur le sol d'obsidienne. Ses yeux brillants étaient toujours fixés sur lui, l'examinant, le sondant,
et le décomposant couche par couche. C'était un examen glaçant et clinique, comme si elle évaluait une pièce de machinerie plutôt qu'un être humain réel et respirant. La tête en ébullition et les membres tendus, Henri tint bon. Il suivait ses mouvements, notait le léger tressaillement de ses oreilles et voyait ses yeux se rétrécir presque imperceptiblement. La préface à une exécution publique n'était pas cela. C'était quelque chose de bien plus étrange et de bien plus intime. Après avoir fait son cercle complet, elle s'arrêta juste devant lui. La chaleur qui émanait de son corps était si proche qu'il pouvait la sentir. Il ne parvenait pas à déchiffrer le sentiment à peine réprimé qui faisait que ses doigts, griffus surmontés de kératine noire acérée, se levaient lentement et tremblaient. Était-ce de la colère? La peur? Il se prépara à une éviscération rapide, un coup fatal. Au lieu de cela, elle posa sa paume à plat sur sa poitrine juste au-dessus de son cœur, son toucher étonnamment doux, mais teinté de peur. Après avoir oscillé paresseusement sa queue, a commencé à battre de gauche à droite, une indication flagrante d'agitation, d'une fureur déconcertée et possessive. Sa voix était un murmure bas et conspirateur qui glissait à travers son oreille et dans sa tête alors qu'elle se penchait plus près. Elle murmura « Je ne veux pas ta mort, humain », alors que son souffle réchauffait sa peau. « Je désire ta vie. Ton corps est ce que je veux. » Entre eux, les mots flottaient dans le silence. Une demande si ridicule, si totalement étrange, qu'elle a brièvement contourné sa pensée stratégique. Il chercha le moindre signe de folie dans ses yeux violets brillants, mais tout ce qu'il vit, c'était une détermination sévère et désespérée. Dans le même murmure bas et urgent, elle décrivit sa situation dépeignant un tableau sombre de destruction personnelle et de nécessité politique. Il y allait y avoir un fiançailles forcé avec le seigneur de guerre Calin, un chef vicieux et ambitieux d'un clan rival. Des décennies de conflits latents allaient de prendre fin, alors que l'union obtenait une paix fragile et grandement nécessaire. Félicia cependant voyait cela comme une condamnation à mort pour son indépendance et sa personnalité. Elle serait essentiellement la propriété de Calin, un objet de parade et une porteuse de ses descendants. Cependant, elle avait découvert une voie de sortie, une tactique de dernier recours, basée sur une science archaïque et interdite. La technique du transfert de conscience aujourd'hui interdite et méprisée pour son potentiel terrifiant était depuis longtemps maîtrisée par son peuple. Son plan était aussi simple qu'horrible. Elle mettrait son esprit, son propre être dans son corps grâce à cette compétence interdite. Il était une ressource jetable, un mercenaire humain sans contact, personne pour le pleurer ou s'enquérir de lui. Alors que sa propre forme royale serait laissée derrière elle une enveloppe vide à détruire proprement dans un accident de navette mis en scène lors de son trajet vers le royaume de Kaline, son corps deviendrait son vaisseau une coquille qu'elle pourrait utiliser pour échapper à sa planète et à son destin. Si une princesse mourait tragiquement, l'univers serait en deuil. Tragiquement, un accord de paix serait rompu. Et elle serait libre vivant dans le corps d'une personne décédée. Un homme plus faible aurait été inconsolable et furieux face au mépris flagrant de la proposition. Cependant, l'esprit d'Henri, forgé dans la fournaise de 100 batailles souillées et oubliées, restait intact. Elle s'aiguisait. Il n'entendait pas une sentence de mort alors que la princesse exposait sa stratégie calculatrice et glaciale. Il pouvait entendre les détails minutieux d'un plan raté, les cliquetis des cylindres d'une serrure. Il lui laissa le temps de finir, permettre à ses demandes de peser lourdement dans le vide entre eux. Puis il parla avec une immobilité effrayante qui semblait drainer la vitalité de sa propre passion urgente. « Non », répondit-il calmement, mais avec la finalité d'une écoutille se fermant. Ses yeux violets étincelèrent d'étonnement et de colère, et il le vit. Elle n'avait pas l'habitude d'être éconduite. Il continua son ton passant d'un simple rejet à celui d'un conférencier, expliquant soigneusement une théorie juridique compliquée à un étudiant lent avant qu'elle ne puisse ordonner à ses gardes de le mettre en pièces pour son insolence.
Au niveau local, princesse, votre idée a du sens stratégiquement, mais à l'échelle mondiale, c'est un désastre. Il observa la perplexité se battre contre sa rage. Tu penses comme un cathare préoccupé par ton monde, ton clan et tes problèmes actuels. Vous avez perdu de vue le tableau d'ensemble. Il inspira profondément pour se calmer. Le battement de tambour sourd et lointain était l'inconfort dans son flanc. L'article 7 du traité interespèces classe la pratique du transfert de conscience non consensuel ou piratage de corps, comme l'appelle mon peuple, comme une infraction criminelle de classe A. C'est au même niveau que le déploiement de fléaux génétiques et le bombardement planétaire. Il vit son maintien royal percé par la première lueur de compréhension véritable de la terreur qui approchait. L'humanité ne possède peut-être pas les armes les plus sophistiquées ou la flotte la plus ancienne, mais nous sommes les principaux partisans et concepteurs de ce traité. C'est le traité lui-même qui est attaqué quand un de nos compatriotes est attaqué surtout de cette manière. La seule option qui resterait au Haut Conseil serait de réagir. Guerre, blocus et sanctions. Une guerre civile est sur le point d'éclater parmi votre peuple. Tu dois éviter de te marier. Une relation interstellaire avec une espèce qui contrôle le reste de la galaxie est tout simplement inabordable. Sa tentative frénétique était devenue une impossibilité politique parce qu'il avait retourné son propre raisonnement contre elle. L'équilibre des pouvoirs dans la pièce n'a pas simplement changé. Autour de lui, elle se brisait et se reformait. Il n'était plus le vaisseau humain jetable, le prisonnier sans défense. C'était lui qui tenait simultanément l'épée à sa gorge et la clé de sa cellule. Avec sa main griffue glissant de sa poitrine comme si sa chair était soudainement devenue blanche, la princesse Félicia le regarda. L'étonnement stupéfait et en colère a soudainement éclipsé la fureur possessive dans son regard. La ruse inattendue et enragée d'un humain primitif avait complètement détruit son beau plan désespéré, sa seule chance de s'échapper. C'était aussi soudain que surprenant de passer d'une cellule sombre et humide à une suite de chambres qui aurait pu accueillir une douzaine d'hommes. Henry entra dans une pièce d'un luxe incroyable, avec des murs couverts d'épaisses tapisseries insonorisantes qui montraient des cartes cosmiques et des anciennes chasses cathares plutôt que de la pierre froide. Sous ses bottes neuves à semelles souples, les épais tapis s'accrochait au parfum chaud exotique et épicé de l'air. Un changement de vêtements des pantalons sombres basiques et une tunique d'un matériau remarquablement doux avaient été étalés pour lui sur un lit assez grand pour être un champ de bataille, et un plateau de fruits exotiques étincelant de couleurs et de motifs étranges reposait sur une table basse sculptée dans une seule pièce de bois pétrifié. Cependant, ce n'était pas un geste de bienvenue. C'était juste une cage plus confortable. Deux des sentinelles blindées, identiques des bannes de la salle royale, montaient la garde devant la seule porte ornée. Leurs visages visés et désintéressés servent de rappel constant de sa position. Il était désormais un enjeu politique plutôt qu'un prisonnier en attente d'exécution. Une pièce sur l'échiquier qui devait être contrôlée après avoir soudainement refusé d'être sacrifié. Sa blessure avait été traitée avec une rapidité glaçante par un droïde médical, un appareil chromé, silencieux, à plusieurs membres qui pulvérisait un scellant régénératif sur l'incision, la laissant engourdie et recouverte d'une fine couche d'argent. À bien des égards, la perspective d'une violence imminente était moins troublante que le fait qu'il soit gardé en sécurité dans le confort et complètement seul. Pendant le premier cycle qui a duré une journée, il a parcouru sa prison dorée de long en large, noté chaque aspect testé, les limites de son emprisonnement et cartographié la danse complexe du pouvoir à laquelle il devait désormais participer. Il savait que la princesse ne l'abandonnerait pas longtemps dans cette incertitude, car il était une réalité désagréable, un être humain qui en savait trop, et dont le meurtre pourrait avoir des répercussions désastreuses. Elle arriva au deuxième cycle. Sans un mot, les gardes à sa porte s'écartèrent, et Félicia, la lourde porte sifflant derrière elle, entra dans la pièce en trombe.
Avec sa fourrure argentée offrant un contraste saisissant et éblouissant, elle avait abandonné l'élégance discrète de la salle royale en faveur d'une robe plus formelle et austère, d'un violet profond qui correspondait à ses yeux. Henri vit la tempête encore flamboyante derrière ses yeux. Mais son attitude était un masque bien élaboré d'indifférence royale. Un calcul réticent et amer avait remplacé le premier choc. Il était devenu un problème qu'elle ne pouvait ni ignorer, ni se débarrasser une présence étrangère dans son univers soigneusement régulé. Au lieu de parler tout de suite, elle se tourna vers la grande fenêtre blindée qui offrait une vue à couper le souffle sur la capitale en contrebas. Un paysage urbain époustouflant fait de la même pierre vivante sombre que le château, avec des ponts célestes interconnectés scintillants et des flèches anormalement hautes. Il attendit, laissant le silence s'installer, réalisant que ce n'était qu'un autre défi, une autre démonstration de son pouvoir. Il se dirigea vers la table, prit un morceau du fruit étrange, une étoile violette, et l'examina avec une curiosité sereine qu'il ne ressentait pas, refusant de rompre le silence en premier. Elle se détourna finalement de la fenêtre, sa voix aussi claire et glaciale que l'air de haute altitude. « Humain, tu as fait ton point. Je ne pensais pas que tu étais une simple brute. C'était le plus proche qu'elle puisse admettre sa propre erreur de jugement, mais votre ruse n'a réussi qu'à nous piéger tous les deux. Dans 5 cycles, l'émissaire du seigneur de guerre Câlin arrivera. La cérémonie de fiançailles est prévue à 10 heures. Nous n'avons plus le luxe du temps. L'explosion inattendue de douceur et d'acidité du fruit fit légèrement larmoyer les yeux d'Henry alors qu'il le mordait lentement. Après avoir avalé et mâché, il parla d'un ton calme et conversationnel, comme s'il parlait des contrats à terme, sur les récoltes au lieu de haute trahison. Le temps, princesse, semble être un luxe que vous n'avez plus. Ses oreilles se sont brièvement aplaties contre sa tête, une télévision mise de côté pour une utilisation future et mon emploi du temps est plutôt libre. Quand elle a rapidement réprimé, c'était une expression de colère pure et sans mélange. Ses mouvements étaient frénétiques alors qu'elle arpentait l'espace devant le miroir, sa façade de contrôle commençant à s'effondrer. Elle grogna ses griffes s'étendant et se rétractant de ses doigts, laissant de minuscules lignes presque indétectables sur ses mains. « Ne confonds pas ton avantage temporaire avec un pouvoir réel, dit-elle. Je pourrais encore te tuer. » Il prit une autre bouchée du fruit et haussa les épaules. « Votre gouvernement protesterait, mais il ne pourrait rien faire sans preuve. Un accident, une maladie soudaine. Vous pourriez, mais le faire serait extrêmement risqué. Un interrupteur de l'homme mort, un rapport complet de ma mission, de ma capture et de votre proposition spéciale ont tous été encodés et envoyés à un serveur sécurisé dans le cadre de ma charte de mercenaire. Si je décède dans des circonstances qui ne sont pas entièrement claires, ce rapport devient public dès que mes biosignaux s'aplatissent lors de ma capture. Un rapport détaillé de notre discussion est envoyé au Conseil du traité interespèces. Êtes-vous prêt à risquer tout votre royaume sur votre capacité à tromper une enquête galactique en simulant un accident? L'éclair de terreur authentique dans ses yeux et la compréhension qu'il avait prévu ses actions bien au-delà de leur première rencontre lui étaient visibles à ce moment-là. Il l'avait mise en échec, pas simplement esquiver sa menace. Elle arrêta de faire ses bagages et se leva. Sa posture royale s'affaissa presque imperceptiblement devant lui. Un pragmatisme fatigué et désespéré remplaça la lutte qui l'avait quitté. « Que veux-tu » demanda-t-elle en retirant la commande royale de ses mots pour révéler une simple question. Demanda-t-elle, retirant la commande royale de ses mots pour révéler la simple question. C'était la véritable négociation qu'il avait anticipée. Calmement, il ajouta « Je veux ce qui m'a été promis quand j'ai accepté ce travail. » Il posa le fruit à moitié mangé et se pencha en avant, ses yeux rencontrant les siens, non plus un prisonnier et une princesse, mais 2 conspirateurs construisant les fondations d'un coup d'État. Être payé et partir. Mais nos circonstances ont changé. Votre plan initial est hors de question. Donc nous en avons besoin d'un nouveau. Tu souhaites toujours sortir de cette union. Tu dois toujours disparaître. Je peux t'aider avec ça. Cette fois, une véritable évasion.
pas de faux pas diplomatiques, pas d'échange de corps. Elle le regarda, son esprit traitant évidemment les 1000 façons possibles dont il aurait pu lui proposer de l'aider. Tu m'aiderais? Tu simules ta mort, je t'emmène hors de ce monde et nous suivons nos chemins séparés. Pourquoi quel est ton prix maintenant? Demanda-t-elle, sa voix teintée de méfiance. Il lui sourit pâle et sans humour. Je facture maintenant plus cher. La liberté ne me suffit plus. Au lieu d'un cargo remanié, je préférerais un vaisseau de reconnaissance militaire Qatar entièrement armé et équipé de transpondeurs illimités. C'était une demande audacieuse, mais il savait qu'il négociait depuis une position de force absolue. Et je veux un paiement déposé sur un compte introuvable. Assez pour m'assurer de ne plus jamais avoir à accepter un travail comme celui-ci. D'accord, dit-elle, les mots scellant leur nouvelle alliance involontaire. Si tu peux m'éloigner de Câlin et de ce palais, le vaisseau et les crédits sont à toi. Elle était piégée et il lui offrait la seule clé. Elle resta silencieuse pendant un long moment, ses yeux violents scrutant son visage à la recherche de tout signe de tromperie. Cependant, humain, sache que si tu me trahis, je te trouverai et je t'arracherai personnellement la peau des os, peu importe où tu te caches dans le cosmos. Il se contenta de hocher la tête en réponse. La même chose vaut pour toi, princesse. Le cycle suivant de leur réunion secrète commença tard et dans divers endroits non protégés à travers le vaste complexe palatial. Ils se réunissaient sous la lumière de 2 lunes extraterrestres, dans des jardins balayés par le vent, dans des conduits électriques bourdonnants qui leur faisaient mal aux dents, et dans des archives poussiéreuses et oubliées remplies de parchemins qui se désintégraient au toucher. Les réunions de planification étaient une danse serrée et complexe de méfiance et de coopération réticente, une compétition d'astuces. Félicia trouvait l'idée d'un partenariat difficile car elle était habituée à donner des ordres et à les voir exécutés sans questionnement. Elle mettait en place des projets théâtraux ambitieux qui dépendaient de l'allégeance inébranlable de son peuple. La logique froide et pratique d'Hendry détruisait méthodiquement les plans en soulignant les douzaines de façons dont les choses pouvaient mal tourner. En échange, il devait faire face à son intense fierté et à sa profonde ignorance du monde extérieur. Il découvrit comment utiliser le langage de la stratégie qu'elle connaissait bien pour présenter ses plaintes comme des évaluations tactiques plutôt que comme des critiques de son intelligence. Son esprit vif et analytique, lorsqu'il était appliqué aux questions de complot politique et d'intrigues de palais, le désarmait. Mais son ignorance des aspects plus simples et plus sales de l'existence ne cessait de l'étonner. Peu à peu, une nouvelle dynamique s'est développée entre eux. Il était plus qu'un simple mercenaire humain maintenant. Dans une cour d'adversaires souriants, il était son stratège et son seul confident. Il a commencé à remarquer la femme désespérée et intelligente qui était emprisonnée sous la hauteur royale. Toute son existence avait été un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Il voyait comment, même lorsque son visage restait calme, le mouvement incessant de sa queue révélait sa nervosité, et comment, lorsqu'elle pensait qu'il ne la regardait pas, les pointes noires de ses oreilles s'affaissaient, une confession murmurée de désespoir. Félicia, de son côté, était attirée par Henry et en colère contre lui. Le respect et la flatterie dont elle avait été entourée depuis son enfance étaient complètement absents chez lui. Il ne s'inclinait pas. Ce n'est que lorsqu'il utilisait beaucoup d'ironie qu'il l'appelait « Votre Altesse ». Il la regardait dans les yeux, remettait en question ses idées préconçues et la considérait comme une égale et une co-conspiratrice dans une entreprise risquée plutôt que comme un dieu vivant. Chaque fibre de son être était insultée par ce manque de respect qui allait à l'encontre de l'ordre naturel tel qu'elle le comprenait. C'était cependant exaltant. Elle n'était ni un atout politique ni un symbole pour lui. Félicia était simplement un esprit à égaler et un désir à mettre à l'épreuve. Il était incontestablement un brillant tacticien et son sang-froid face à des obstacles insurmontables était un réconfort particulier. Il pensait différemment d'elle. Son esprit était un labyrinthe de plans de secours et d'efficacité impitoyable, voyant des angles et des options qu'elle ne pouvait pas voir.
Elle a commencé à dépendre de son jugement pour obtenir ses conseils, ce qui la rendait fière, même si c'était nécessaire pour sa survie. Bâtie sur une base de nécessité mutuelle et maintenue ensemble par les fils les plus ténus de respect réticents, leur relation était une entité délicate et fragile. Le partenariat était fondé sur la compréhension mutuelle qu'ils étaient plus bénéfiques l'un à l'autre vivant que mort, plutôt que sur la confiance. Le bruit d'une patrouille approchante interrompit leur session de planification secrète dans une baie hydroponique abandonnée un soir. Le son de leurs pas lourds et réguliers résonnait dans le couloir. Félicia fut brièvement submergée par une panique froide et perçante avant qu'Henry ne saisisse son bras et ne la traîne vers un minuscule trou sombre dans le mur qu'elle n'avait même pas remarqué. Son contact était ferme et rassurant. Chuchotant « Ici », il repoussa une grille de ventilation lâche. Un petit tunnel sale encombré de conduits et de câbles épais et huileux. C'était maintenant une zone de maintenance. Alors que les lumières de la patrouille balayaient la baie, il se précipita après elle et remit la baleine en position. Dans l'obscurité totale, ils étaient entassés ensemble. Sa tête était blottie juste sous son menton et la pièce était si petite que son dos touchait sa poitrine. L'odeur d'équipements anciens d'ozone et de poussière remplissait l'air. Ils restèrent immobiles pendant de longues minutes douloureuses, écoutant les paroles étouffées des soldats alors qu'ils effectuaient leur fouille. Son cœur battait frénétiquement contre celui d'Henry, un rythme rapide et effrayé qui défiait le stoïcisme de la princesse. À travers sa tunique, il pouvait sentir la texture délicate et lisse de sa fourrure, une touche étrange et personnelle. Pendant une minute, aucun d'eux ne bougea, mais la patrouille continua son chemin, leurs pas s'éloignant au loin. L'obscurité et le danger immédiat partagé avaient effacé les lignes nettes de leur accord et la mascarade de la royauté. Félicia fut la première à se réveiller, laissant échapper un grognement frustré. « Par les premiers ancêtres !» dit-elle d'une voix tendue et indignée. « Pendant une semaine, ma fourrure sera sale. » C'est complètement indigne. Pour la première fois depuis sa capture, les lèvres d'Henry esquissèrent un sourire sincère. Sa propre voix était un grognement profond près de son oreille, alors qu'il baissait légèrement la tête. La royauté n'est qu'un mot élégant pour quelqu'un qui n'a jamais eu à nettoyer ses propres conduits, continua-t-il ses commentaires, teintés d'un amusement sec et inattendu. Après un moment de silence stupéfait, elle fit un son qu'il ne lui avait jamais entendu faire auparavant. C'était une expiration soudaine et brève, un reniflement étouffé de joie choquée, mais pas tout à fait un rire. Il y eut un bref moment de fragilité humaine partagée qui remplaça la tension qui s'était tendue entre eux depuis des jours. Ils n'étaient que deux individus dans une situation terrible cherchant une lueur de lumière dans l'espace sombre et rampant. Ils n'étaient pas une princesse et un mercenaire. Avec l'horrifiante précision d'une machine bien huilée, le plan une tapisserie complexe tissée à partir de la brutalité pratique d'Henry et de la connaissance approfondie de Félicia, des coutumes et des secrets du palais se déroula. Une navette cérémonielle qui était censée être prête à transporter l'entourage personnel de Félicia vers le principal spatioport s'éleva de sa plateforme d'atterrissage au sommet de la plus haute flèche du palais à la veille de l'arrivée du seigneur de guerre Calin. Toute la capitale regardait avec émerveillement sa coque argentée briller sous les deux lunes, symbolisant l'union à venir. Henry et Félicia, deux personnes insignifiantes, perdues dans la majesté, observaient depuis les ombres d'une plateforme d'observation éloignée. Une explosion de lumière blanche et silencieuse jaillit du centre de la navette alors qu'elle atteignait le sommet de son ascension, vaporisant rapidement le vaisseau et illuminant le ciel nocturne d'un soleil artificiel éphémère. Une minute plus tard, il y eut une forte détonation qui résonna dans toute la ville, brisant les fenêtres et envoyant les avants indigènes hurler dans les airs. L'anarchie éclata instantanément. Dans tout le complexe royal, les alarmes sonnèrent. La symphonie de la terreur fut accentuée par leurs cris discordants.
Les courtisans hurlaient, les gardes se précipitaient et le cadre ordonné de la cour royale s'effondrait dans le chaos. C'était la distraction idéale. Henry, portant maintenant l'uniforme gris foncé volé d'un ouvrier de maintenance royale, attrapa le bras de Felicia au milieu du chaos. Felicia avait enveloppé sa fourrure argentée brillante dans une cape à capuche terne et était également déguisée. Ils ne fuyaient pas. Ils firent un mouvement délibéré rejoignant la vague d'employés effrayés qui se dirigeaient vers les étages inférieurs. Sous les lumières d'urgence clignotantes, 2 gouttes d'eau se déplacent avec un torrent de chaos, leurs traits sans visage et lugubres. En contraste frappant avec les flèches immaculées et les couloirs propres du palais au-dessus, leur excursion à travers les entrailles de la ville était un voyage à travers une autre planète. Ils se frayaient un chemin à travers un labyrinthe de passages abandonnés et de tunnels de service. Les odeurs de métal chauffé d'air recyclé et la sensation indubitable d'une ville étrangère remplie de gens rendaient l'air lourd et épais. L'obsidienne polie des étages supérieurs fut remplacée par de la pierre grossièrement taillée, suivie de métal piqué et de conduits exposés qui laissaient découler une humidité graisseuse. Le fracas et le cliquetis des machines remplacèrent le bourdonnement subtil et élégant du palais, le vacarme d'1 million de vies à proximité et le lointain grondement du trafic maglev. La pression de l'humanité était énorme lorsqu'ils émergèrent dans un vaste quartier de marché à plusieurs niveaux, avec des enseignes au néon inscrites dans l'écriture cathare dure et angulaire. Felicia s'accrochait au bras d'Henry ici, ses yeux violets grands ouverts, avec un mélange de terreur et d'émerveillement confus, ayant passé toute sa vie dans une bulle d'opulence et de réclusion. Ses sens étaient assaillis par les vues, les bruits et le chaos pur de tout cela. Cependant, ils n'ont pas eu une évasion propre. Arrivant dans la ville avec la nouvelle de la mort apparente de sa fiancée, le seigneur de guerre Kalin n'était pas un type facilement ému par le spectacle ou par le chagrin. Il sentait un piège mal tendu et il était un prédateur. Sa colère, qui était le résultat d'une humiliation publique plutôt que d'un cœur brisé, était glaciale et inébranlable. La cour royale était encore sous le choc lorsque la garde secrète de Kalin arriva. Les profondeurs de la ville étaient déjà pénétrées par des chasseurs d'élite qui avaient été choisis pour leur brutalité et leur talent de traqueurs. Ils se déplaçaient rapidement et efficacement, leurs casques à visière, scrutant la foule. Henry était conscient que leur avance se mesurait en minutes plutôt qu'en heures et qu'une recherche silencieuse et mortelle avait commencé. Ils avançaient dans le Warren de la ville basse. L'instinct d'Henry lui disait qu'il devait quitter la ville bondée où les assaillants de Kalin pouvaient les coincer avec l'aide d'informateurs et de la technologie. Un frêle esquif électrique, un véhicule délabré destiné à transporter des marchandises à travers les plus grands canaux de maintenance, fut échangé contre quelques-uns des crédits que Felicia avait obtenus pour eux. Felicia se recroquevillait dans le compartiment de chargement, tandis que le vent fouettait sa capuche alors qu'il traversait le cœur métallique de la métropole. La poursuite était implacable. Les chasseurs de Kalin étaient très près de les arrêter à 2 reprises. Des motos de poursuite silencieuses et flottantes, transportant des personnes élégantes vêtues de noir. Henry fit un virage brusque dans un petit canal de vapeur inexploré pour leur échapper la première fois. Il poussa le skiff à ses limites, le faisant gémir et grincer en signe de protestation. La deuxième rencontre fut plus intime. Le pistolet d'un chasseur a tiré un éclair de plasma enflammé, vaporisant une partie du mur à quelques centimètres de la tête de Felicia. L'événement a rendu la dure vérité de leur situation plus apparente. Ce n'était plus un exercice de machination politique. La lutte pour la survie était impitoyable et sans phare. Alors que les premiers rayons de l'aube peignaient le ciel de teintes oranges et violettes, ils ont finalement laissé derrière eux les murs de la ville et se sont aventurés dans la nature sauvage et rude de la planète, laissant derrière eux les canyons d'acier étouffants. Une zone tempérée rare a été utilisée pour la construction de la capitale. Il y avait une immensité au-delà.
Des plaines de granit rouge balayées par le vent, avec des plantes cristallines étranges qui gazouillaient agréablement dans le vent incessant. Leur rôle était complètement et dramatiquement inversé, ici, dans les étendues sauvages et indomptées. Félicia avait régné sur le palais avec un contrôle absolu, et son arme la plus puissante était sa compréhension des dynamiques de pouvoir complexes dans sa société. Elle était complètement horriblement perdue ici. Son sens politique, sa grâce courtoise et sa présence imposante, les qualités qui la rendaient unique, étaient aussi inutiles que du sable dans le moteur d'un vaisseau spatial. Aussi étranger et hostile pour elle que pour n'importe quel hors-monde, ce terrain extraterrestre aurait dû être son droit de naissance. Ses chaussures souples n'étaient pas adaptées aux rochers déchiquetés, et elle trébuchait sur le terrain inégal. Sa fourrure propre était emmêlée, et ses yeux sensibles étaient irrités par le vent incessant qui soufflait de fines poussières rouges. Elle n'avait aucune idée de où trouver un abri ou obtenir de l'eau, ou comment se repérer sous le soleil étranger et ses deux lunes. La princesse Félicia, un être fragile privé de toute sa force et de sa défense, était sans défense pour la première fois de son existence. Henry combla ce vide de pouvoir. Il était roi ici, au milieu de la saleté et de la boue. Sa salle du trône était la forêt. Son sceptre était la survie. Chaque leçon découverte dans une centaine de zones de combat oubliées. Toutes les compétences qui avaient été affinées sur des mondes hostiles ont soudainement émergé. Il avançait avec une assurance calme, les oreilles attentives aux faibles sons de la nature, les yeux toujours à l'affût de l'horizon. Il lui montra comment découvrir les racines comestibles des plantes cristallines, comment marcher pour économiser de l'énergie et comment utiliser le charbon de bois, de la cellule énergétique brûlée de leur esquif pour filtrer l'eau d'une source souterraine saumâtre. Il lui démontra comment lire les traces des animaux locaux séparant les prédateurs des proies et comment dissimuler leur propre chemin aux chasseurs de câlins qu'ils savaient à leur trousse en utilisant la topographie. Alors que Félicia l'observait, son indignation et son irritation ont progressivement fait place à la réticence et finalement à une sincère admiration. Ses actions étaient précises et économiques, et il travaillait sans se plaindre. Il considérait l'environnement hostile comme un système compliqué qui devait être compris et négocié plutôt que comme un adversaire à vaincre. Même lorsqu'elle faisait les erreurs les plus simples, il était patient avec elle, lui donnait des instructions claires et simples, et n'utilisait jamais un ton condescendant. Elle devait complètement abandonner le contrôle, mettant sa vie et toute sa confiance entre ses mains. C'était à la fois terrifiant et libérateur. Les derniers vestiges de la princesse et du mercenaire commençaient à s'estomper au milieu de l'adversité partagée de la nature sauvage, sous le vaste ciel inconnu, ne laissant qu'un homme et une femme enchaînés contre un monde hostile. Elle finit par poser la question qui grandissait en elle depuis un certain temps un soir, alors qu'il regardait les deux lunes se lever blottis l'un contre l'autre pour se réchauffer à l'abri d'une énorme formation rocheuse. Les rapports décrivent une espèce bruyante émotionnelle irrationnelle, mais tu n'es pas comme les autres humains dont j'ai lu les écrits, répondit-elle doucement, sa voix presque noyée par le vent. La simple et profonde vérité de ces mots s'installa entre eux une nouvelle forme de compréhension qui allait plus loin que leur alliance fragile. Les rapports sont écrits par des politiciens et des universitaires, dit Henry en regardant le feu qu'il avait patiemment construit, les flammes projetant des ombres dansantes sur son visage fatigué. Ici, la logique est tout ce qui te maintient en vie, dit-il, ajoutant « princesse ». Ils volèrent pendant 3 cycles supplémentaires, une randonnée désespérée et épuisante à travers les plaines rouges, sachant que les chasseurs de câlins se rapprochaient. Le 4e jour, ils semblèrent manquer de chance lorsqu'un canyon profond et infranchissable bloqua leur chemin, et que le bourdonnement distinctif des motos de poursuite devint plus fort derrière eux. Ils virent également l'éclat lointain d'un drone à haute altitude balayant le paysage à 2 reprises.